Bonjour Laureline Fontaine, Bonjour Thibaut Biscay. bienvenue à l'Université de Montréal et bienvenue au Québec. On est très heureux de vous accueillir dans le cadre des activités du groupe de recherche en droit et économie politique, le GREDEP, qui fait partie du Centre de recherche en droit public. Alors Laureline Fontaine, vous êtes professeure de droit à la Sorbonne Nouvelle, l'Université Sorbonne Nouvelle. Vous développez dans vos travaux une approche critique du droit, en étudiant notamment les représentations que s'en font les acteurs sociaux. Votre approche est singulièrement multidisciplinaire. Vous puisez dans la science politique, dans la philosophie. Et votre domaine privilégié d'expertise est celui du droit constitutionnel comparé. Vous avez d'ailleurs, on peut à cet égard mentionner deux ouvrages récents qui sont parus aux éditions Amsterdam. En 2023, La Constitution maltraitée, Anatomie du Conseil constitutionnel. Et en 2025, La Constitution au XXIe siècle, Histoire d'un fétiche social, toujours aux éditions Amsterdam. Alors je n'en dis pas davantage sur cet ouvrage puisque son contenu sera l'objet de la conférence que vous donnerez aujourd'hui même dans le cadre du cycle La part d'ombre du constitutionnalisme. Aujourd'hui, cet enregistrement de cette conférence sera notamment disponible sur la page du GREDEP très prochainement. J'aimerais plutôt vous proposer de faire un pas de côté et de consacrer cet entretien à une série d'articles que vous avez commis dans AOC, le média en ligne, Analyse Opinion Critique, qui sont parus en octobre 2025 et qui portent sur la néolibéralisation du droit par la langue. Alors en quelque sorte, c'est une sorte de mise en bouche avant d'entrer dans le vif du sujet constitutionnel. Donc passons par la sémantique pour l'instant. Alors, je vous propose de revenir ensemble sur trois notions clés que vous développez dans ces articles. Ces trois notions sont celles de la confiance, du risque et de la simplification, qui sont des notions qui, d'après vous, reflètent une philosophie néolibérale à l'œuvre dans le droit, dans l'écriture du droit. Et une fois que nous aurons passé en revue ces trois notions, j'aimerais revenir avec vous sur quelques éléments de conjoncture, notamment la conjoncture française, et en particulier sur le rôle du juriste dans la cité. Mais peut-être une question d'ordre sémantique avant pour commencer. Cette série d'articles dans AOC s'intéresse au rapport entre le droit et la langue, le droit et les signes. Et effectivement, la sémantique du droit est un champ d'études très riche, très dynamique. Est-ce que vous pouvez nous en présenter les principaux enjeux, les principales démarches et peut-être nous expliquer un peu quelles sont les implications analytiques et stratégiques de la sémantique juridique? Oui, alors moi, d'abord, en fait, moi, je suis assez frappée par le fait que, alors que le droit est un langage, alors que, on peut le dire autrement, que l'outil du langage est le principal outil du droit, sans langage, il n'y a pas de droit, en quelque sorte, que finalement, il a pas mal jusqu'ici échappé à des analyses en lien avec la question du langage, avec la question de la sémantique, du vocabulaire, etc. Et que, alors qu'on a des disciplines qui se sont spécifiquement intéressées à la question des actes de langage, depuis la linguistique jusqu'à la psychanalyse, qui ont en commun de penser qu'il se passe quelque chose avec le langage, finalement, le droit est un peu le parent pauvre de ces analyses-là, et ça me frappe depuis assez longtemps. Et c'est pour ça que j'ai entrepris, alors d'autres le font ponctuellement déjà, mais de m'intéresser aux mots du droit et à l'apparition des mots du droit en tant qu'ils signifient quelque chose de plus que en quelque sorte la définition précise, littérale des termes en question, ce qui correspond plus à une démarche du type exégétique. L'exégèse est connu en droit, voilà, mais ça consiste à chercher le sens précis d'une règle dans le but de son application. Or, la sémiotique juridique, qui reste quelque chose, c'est une discipline de niche finalement chez les juristes, voire une discipline barbare aussi, ça consiste à aller largement au-delà de ça. Ça consiste à s'interroger sur le rapport entre le mot
les mots et les interactions sociales, les émotions, les contextes, les cultures. Finalement, il y a un petit peu quelque chose de l'ordre de dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es, et je te dirai comment tu interagis avec tes semblables. Pour moi, la sémiotique juridique, c'est un peu ça. Donc, c'est pas tout à fait, à mon avis, par hasard qu'on peut identifier qu'à un moment donné, dans le vocabulaire du droit, dans l'écriture du droit, apparaissent des termes qui n'étaient pas là auparavant. Donc, vous avez dit confiance, risque, simplification. En réalité, il y en a d'autres. Hein. C'est vraiment un exemple que j'ai pris pour rédiger cet article. Mais c'est pas un hasard s'ils apparaissent. En fait, ils disent quelque chose de ceux aussi qui font le droit, de la manière dont ils pensent le lien entre le droit et ceux que le droit concerne. Et voilà. Et c'est ça qui m'a intéressée dans cette démarche. Ceci étant posé, passons à l'analyse justement de ces trois notions que vous développez dans ces articles. La première étant celle de la confiance, qu'on retrouve vraiment partout, dans le privé, dans le public, dans le domaine du développement personnel. Vous mentionnez aussi dans cet article la fameuse cote de confiance des dirigeants politiques, qui est un peu... qui a une certaine ubiquité dans le langage médiatique. Vous parlez en fait d'une idéologie de la confiance. Et alors comment le droit a-t-il capitalisé sur ce registre sémantique et à quelle fin? Alors peut-être pour reprendre simplement la dernière partie de votre question, il faudrait que je précise déjà que c'est des commodités de langage, hein, bien sûr, et je comprends tout à fait ce que vous dites, mais quand on dit le droit capitalise sur une notion de confiance, le droit tout seul, ça n'existe pas. C'est pas quelque chose d'autonome, quelque chose qui existe sans nous. Beaucoup de gens le croient. Beaucoup de gens sont tentés de le croire, même si ils ne s'en rendent pas forcément compte. Et moi-même, j'utilise facilement ce genre de phrase. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se passe tellement de choses que le droit devient une sorte de puissance à lui tout seul. Bon, donc mais c'est nécessaire de le rappeler parce qu'en fait, rappeler toujours que le droit, c'est une production humaine. Ça permet toujours de revenir aux personnes qui le font et aux personnes qu'elles concernent. Parce que sans ces personnes-là, il n'y a pas de droit. Hein, le droit n'existerait pas tout seul. Donc pour la question de la confiance, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des personnes qui recourent à ce registre-là. Et la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elles recourent à ce registre-là. Est-ce que déjà, elles ont conscience qu'elles recourent à ce registre et qu'elles poursuivent certaines finalités en y recourant? Ça, c'est pas si évident. Je peux donner un petit exemple qui n'a rien à voir a priori, mais j'avais commencé à diriger une recherche de master sur la question de l'apparition dans la scolarité ou dans le programme des études à l'ancienne École nationale d'administration en France des questions européennes. C'est-à-dire que presque d'un moment à l'autre, les questions européennes avaient surgi dans le programme de l'ENA. Et donc, un étudiant s'était intéressé à ce surgissement, c'est-à-dire comment est-ce que ça s'est passé, qui était derrière, et pourquoi ça s'est passé. Et rapidement, il s'est rendu compte, parce qu'il a interrogé beaucoup de gens, que finalement personne ne le savait, y compris les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que eux-mêmes se disaient « Ah oui, c'est vrai », mais n'avaient pas du tout conscience, ne pouvaient pas faire cette généalogie-là, ne savaient pas pourquoi finalement c'était intervenu, pourquoi on avait un petit peu fait évoluer les programmes, parce que ça paraissait complètement naturel. Et ça, je pense que cette anecdote, elle me semble très importante parce que ça me donne aussi l'occasion de préciser que je ne crois pas toujours qu'il y a une stratégie délibérée. Ça arrive qu'il n'y en ait pas. Simplement, il y a un constat. Et s'agissant de la confiance, le constat, il est que ce registre-là, il a émergé dans l'espace social ailleurs, avant d'émerger dans le droit. Notamment, et il y a des pages intéressantes là-dessus dans le nouvel esprit du capitalisme de Boltanski et Chapelleau, qui montrent comment le management a développé une littérature de la confiance, bien avant qu'on trouve l'apparition de ce terme, de la manière dont moi je l'identifie en tout cas, dans le droit. Et au moment où ça apparaît en droit, si on regarde l'ensemble de l'espace social, on voit qu'il y a plein de registres différents, et c'est celui-là qui est choisi. Ou en tout cas, c'est celui-là qui
qui est porté par ceux qui font la norme. Et certainement, c'est pas par hasard. Et c'est pas par hasard. Et je pense que ils le font à la fois, d'abord parce que c'est leur culture, c'est leur propre culture. Il y a eu, je pense, une évolution de ceux qui font la norme, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont pénétrées de la philosophie néolibérale, de la philosophie du management. Donc, nécessairement, ils transposent leur manière de penser dans le droit. C'est presque mécanique, en quelque sorte. Mais il y a aussi autre chose, parce que ce vocabulaire de la confiance, on peut constater qu'il s'est répandu largement au-delà du management. Et que, je cite dans mon article ce slogan célèbre d'une enseigne de distribution sur le contrat de confiance, qui remonte déjà quand même à pas mal de temps, et qui est à mon avis le point de départ de cette idéologie de la confiance qui va un peu se diffuser. Donc forcément, quand on utilise ça, quand on recourt à ça, on recourt à quelque chose qui a déjà fait ses preuves en quelque sorte dans l'espace social. Donc ce qu'on veut, même si on ne le conscientise pas, c'est provoquer de l'adhésion à ce qu'on raconte. La confiance, c'est un répertoire connu. Donc, si on recourt à ce répertoire-là, nécessairement, on va susciter moins de négativité, moins de réactions d'opposition. Donc, il y a un peu cette double, à mon avis, ce double aspect. Mais d'ailleurs, dans le monde politique, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'a augmenté la défiance envers les dirigeants, on a eu ce recours de plus en plus fréquent justement à ce champ sémantique de la confiance. Est-ce que pour vous, il s'agit d'une sorte d'acte conjuratoire, de dire on impose de la confiance parce qu'on sait qu'il y a de la défiance? Comment vous analysez cette correspondance? Alors moi, je renverserais les choses. C'est-à-dire que je ne pense pas que la confiance soit là pour conjurer la défiance. Je crois que la confiance vient d'abord, en tout cas que l'appel à la confiance vient, et que en réalité, elle génère de la défiance. Elle provoque la défiance. Et là, on a une espèce de cercle infernal, parce que pour le coup, conjurer la défiance, on fait encore une fois appel à la confiance, et en fait, on tourne en boucle. C'est-à-dire qu'on commence par la confiance, qui génère de la défiance, et pour conjurer la défiance, on revient à la confiance, et ainsi de suite. Et finalement, c'est l'un des effets de ce registre-là, c'est un effet de légitimation. C'est-à-dire que grâce à la confiance, on légitime l'intervention de l'acteur, du droit comme acteur, et des normes précisément qui sont mises en place, en disant, vous voyez, puisqu'il y a de la défiance, on va provoquer de la confiance, donc on va organiser des mécanismes destinés à assurer de la confiance. Et donc vous ne pouvez pas les discuter, les contester, parce que finalement, vous voyez, c'est ce que vous vouliez. Vous étiez défiant, mais nous, on va vous fabriquer de la confiance. Donc, c'est assez intéressant. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de, on provoque quelque chose, et puis ensuite, on intervient pour régler ce qu'on a provoqué. Et finalement, il y a une sorte de monde à lui tout seul qui se crée, mais tout ça, ça sert à mon avis, en tout cas, quand je dis ça sert, il faut bien comprendre ce que je raconte. C'est-à-dire que pour moi, ce sont les effets de. Je suis moins tentée par l'idée qu'il y a des gens qui pertinemment, délibérément veulent faire ceci ou veulent faire cela, organiser la société comme ceci ou comme cela, même si ça existe, que par le fait que, en tout cas moi, mon travail consiste à constater que ce qui se fait a des effets. Et que c'est ça qu'il est important de repérer avant même de savoir si c'est volontaire ou pas. Ensuite, il peut y avoir des analyses qui décident ou qui débusquent les éventuelles stratégies, les éventuelles volontés. Mais avant cela, pour moi, ce qui compte, c'est de savoir ce qui se passe par ce qu'on fait. Alors après, pourquoi on le fait, dans quelle intention, c'est encore une autre chose, parce que parfois on fait des choses avec une certaine intention, mais c'est autre chose qui se passe. Et donc, c'est pour ça que, à mon avis, le point de départ, c'est toujours qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, on remonte petit à petit la chaîne, mais d'abord, qu'est-ce qui se passe. Pas l'inverse. Parce qu'en faisant l'inverse, souvent, on se prive de voir justement vraiment ce qui se passe. J'allais presque dire, on se fie finalement
au discours affiché, aux bonnes intentions, Mhm. aux bons sentiments. Peut-être on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses de cet ordre-là. Donc en tout cas, ce qui se passe quand on recourt comme ça au registre de la confiance, c'est que on légitime son intervention, on légitime les règles juridiques, même si, ou quand bien même, elles n'existent que parce que on a généré auparavant de la défiance. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant. Mais j'avais jamais été très clair avec la confiance. Il y a cette notion du risque sur laquelle vous revenez également, qui elle a des sources liées au commerce capitaliste. Hein. Vous vous rappelez que étymologiquement cette notion de risque vient des écueils que les bateaux tentaient d'éviter dans leur navigation. Et vous soulignez avec une grande limpidité que là où la confiance peut s'apparenter au crédit, le risque, lui, relève plutôt de l'industrie de l'assurance. Et alors comment est-ce que les artisans de la norme contemporaine ont-ils investi la gestion ou la prévention des risques? C'est une vaste question. Là encore, c'est de l'ordre du constat. Mhm. En effet, on voit apparaître ça dans les dispositifs juridiques. Et alors, il y a à la fois, ça se manifeste à la fois par simplement comment dire, le vocabulaire du risque, mais ça se voit aussi par tous les dispositifs qui sont mis en place et qui visent spécifiquement à anticiper le risque, gérer le risque et empêcher le risque ou réparer le risque. Voilà. Donc ça, on a une pluralité de mécanismes, de dispositifs qui vont en ce sens et qui concernent aussi bien l'action publique que l'action privée. L'action publique parce que donc les autorités publiques ont une sorte de devoir, parce que c'est ça qui est implicite, de devoir de gérer le risque et de l'anticiper. Donc c'est à la fois des risques naturels, des risques technologiques, des risques liés à la santé, etc. Donc il y a un devoir implicite qui s'est instillé aussi, parce qu'en réalité, on part du vocabulaire, mais ce vocabulaire permet de voir justement toujours ce qui se passe, c'est-à-dire que et quand on regarde beaucoup de discours, c'est ça qu'on demande souvent aux autorités publiques. Vous deviez prévoir, ou c'est important que vous mettiez en place des dispositifs visant à éviter le maximum, il faut éviter le risque. Et on est dans une industrie du risque, parce que finalement, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le risque, et beaucoup d'acteurs qui font émerger, en tout cas qui rendent visibles certains risques. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Souvent, d'ailleurs, très souvent, des acteurs privés, et qui derrière ont un marché à faire vivre. Donc ils créent des marchés du risque, et ensuite ça devient pour les autorités publiques une obligation de répondre à ce marché du risque. Alors, et tout le monde, quand je dis tout le monde, en tout cas beaucoup marchent un peu dans ce coup-là, c'est-à-dire que finalement, naturellement, personne n'aime le risque, en quelque sorte. On veut l'éviter absolument, et les demandes sont très très fortes. Donc, j'allais dire, les acteurs publics répondent à ça, même si le risque est fantasmé. Et ça, je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce que là où le vocabulaire joue aussi, c'est quelquefois le mot même remplace la chose. C'est-à-dire qu'il suffit de parler du risque pour qu'on considère qu'il y ait risque. Ou, je dis le mot remplace la chose, en réalité, c'est pas exact. Le mot crée la chose. Effet performatif, c'est ça que C'est un effet, effectivement, immédiatement performatif, en tout cas, un effet performatif dans nos représentations. Il suffit de dire il y a risque pour qu'on considère que le risque existe, et donc, encore une fois, pour que la règle qui intervient ou le dispositif qui est mis en place se présente
avec les atours de la non-contestabilité. Parce que un des effets de ce type de vocabulaire, c'est ça, c'est la non-contestabilité de la norme. Une norme basée sur la confiance n'est pas contestable. Une norme qui veut gérer le risque n'est pas contestable. Une norme qui, on y viendra, veut simplifier les choses, la norme, le droit, l'accès au droit, elle n'est pas contestable. Donc ce registre-là, il est très très important aussi dans cette optique-là, de ces effets liés à la diminution le plus possible, à la restriction le plus possible de l'espace de discussion. Mais tout ça capitalise aussi sur un existant, c'est-à-dire que ce n'est pas le droit qui fait ça tout seul. Il reprend des choses qu'il trouve déjà dans l'espace social, alors parfois qu'on lui offre, mais ça ne marcherait pas si ça n'existait pas dans l'espace social. Sur la question du risque, c'est très patent. Hein. Le risque est devenu quelque chose de tout à fait particulier. À mon avis, c'est aussi un facteur de ce que j'appelle de réduction de nos espaces de vie. C'est-à-dire que le risque n'est plus du tout considéré comme une bonne chose en soi. Alors, il y a deux discours d'ailleurs, parce que quelquefois dans la vie courante, on dit mais il faut prendre des risques, etc. Mais pas tout à fait dans le même sens. En réalité, il y a les deux discours qui coexistent. C'est-à-dire qu'il faut prendre des risques, mais tout est fait autour de nous pour qu'on en prenne le moins possible. Et aussi, pour qu'on demande à certains acteurs d'en prendre le moins possible, ou en tout cas de nous en faire prendre le moins possible. Là aussi, il y aurait une question, ce serait un prolongement du travail, mais la question de la répartition des risques. Finalement, cette logique-là implique aussi une certaine répartition des risques. Alors, certains acteurs sont amenés à ne pas prendre de risques là où d'autres prennent tous les risques. Je pense à un exemple qui, je crois que j'en parle, mais je ne sais pas si j'en parle exactement à ce sujet-là, sur la question de la fixation des peines. En droit français, un dispositif comme la composition pénale, c'est un dispositif qui me semble tout à fait sous-étudié pour les implications sociales qu'il a. C'est-à-dire qu'en fait, on demande à une personne de fixer elle-même sa propre peine. Ça veut dire que finalement, le système judiciaire ne prend plus la responsabilité de fixer la peine. Et là où c'est incroyable, c'est que la personne devient la seule responsable de cette peine-là parce qu'on ne peut même plus faire appel. C'est-à-dire que dans un système judiciaire, une fois que la peine est fixée en première instance, on peut ensuite faire appel. Là, si c'est le prévenu lui-même qui fixe la peine, il n'y a plus d'appel possible. Donc, j'allais dire, pour le coup, c'est une double peine. Et donc là, on fait peser des responsabilités nouvelles via cette politique de gestion des risques. Et ça, c'est, à mon avis, un travail à approfondir encore parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent de cet ordre-là. D'autant que, évidemment, vous le notez bien, le registre du risque n'est pas neutre, mais il est aussi souvent associé à celui de l'urgence. L'urgence sanitaire, l'urgence écologique, l'urgence budgétaire. On le voit très bien avec les débats qui ont lieu en France autour de la question de la panique sur la dette. Donc, quelles sont les conséquences démocratiques de ce recours quasiment systématique aujourd'hui au champ de l'urgence les effets, ils sont très clairs. J'y faisais allusion tout à l'heure. C'est la restriction de l'espace de discussion de la norme. Avec la collaboration de tous les acteurs juridiques, moi, c'est ça qui me frappe. L'exemple de la pandémie a été vraiment riche de ce point de vue-là, parce que vous aviez donc des normes qui étaient adoptées avec comme motivation l'urgence. Et les acteurs qui étaient en charge d'opérer un contrôle de ces normes-là, de ces actions-là, ont effectué, alors certains disent un contrôle minimum. Moi, je ne pense même pas de contrôle minimum, aucun contrôle. Et comment ça se passait ? Ça se passait de la manière suivante. Les autorités publiques donc, invoquaient l'urgence, la nécessité. Cette invocation était admise par le juge comme
motivation légale, en quelque sorte, légitime. C'est-à-dire que, si c'est urgent, donc c'était justifié. Et donc, la seule invocation de cette idée-là sert de motivation à la décision, sans que les juges, les organes de contrôle, aient recherché si effectivement il y avait urgence, si effectivement il y avait nécessité. Et ensuite, la réponse qui est donnée à l'urgence, elle-même, est validée en tant que c'est une réponse à l'urgence. Donc c'est la raison pour laquelle je dis, moi, il n'y a pas eu de contrôle en réalité, il y a eu juste le constat de ce que l'urgence était invoquée, de ce que la réponse qui était donnée était affichée comme une réponse donnée à l'urgence, et que l'idée que c'était une réponse suffisait à en faire une norme légale. Donc aucun contrôle en réalité, si ce n'est la mise en œuvre d'un raisonnement d'un type nouveau qui consiste en fait pour le juge à dire que c'est le gouvernement qui donne ses propres justifications et que ces justifications-là sont bonnes en quelque sorte en elles-mêmes. Et donc c'est vrai, moi je le constate de toute façon, encore une fois, ça n'arriverait pas si ça n'était pas une chose qui était déjà présente dans l'espace social. Alors il y aurait matière vraiment à discuter du rôle du droit en tant que il précède les changements sociaux ou il leur succède. C'est une discussion éternelle. Peut-être que ça rejoint aussi la question des performatifs. Moi, je pense que la question des performatifs dans le droit est assez mal analysée aujourd'hui, dans le droit et dans le vocabulaire d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on pense que parfois, on pense justement que le mot va créer la chose. Je pense que c'est une erreur vraiment fondamentale. Je crois qu'une des particularités du langage, et c'est ce que la psychanalyse a montré, c'est que les mots nous échappent. Nous ne contrôlons pas les mots, nous ne les maîtrisons pas. Et c'est précisément parce que nous ne les maîtrisons pas qu'ils nous font être ce que nous sommes. Si nous commençons à complètement les maîtriser, les contrôler, vous imaginez, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment les êtres humains que nous sommes. Ça change complètement notre nature. Donc à croire que quelquefois il suffit d'invoquer des mots pour que les choses changent, je crois qu'on fait une erreur vraiment très très importante. Je parle de toutes les causes militantes. Moi je crois qu'il ne suffit pas de dire matriarcat pour que ça change la chose, pour qu'il y ait matriarcat, pas du tout. Et ça on pourrait le dire sur beaucoup de choses. Donc je crois que les mots ne sont performatifs qu'à beaucoup de conditions. Et que en fait, ce qui marche ici ne marche pas ailleurs. Et quand je fais un travail comme celui que j'ai fait, où je vois apparaître des mots dans le droit, et que je dis que ça transforme le droit, en tout cas ça le néolibéralise, je ne veux pas dire qu'en eux-mêmes ils sont performatifs. Ce que je veux dire, ici, ce que j'essaye de montrer, c'est que, en fait, ils font appel à quelque chose qui existe déjà. Et c'est justement pour ça qu'ils existent, ces mots-là, et qu'ils sont utilisés. Si le registre, le répertoire de la confiance n'avait déjà pas produit ces effets dans l'espace social, ça n'aurait pas eu déjà, je pense qu'on n'aurait pas vu arriver le terme confiance comme ça dans le droit. Bon, mais ce qui vaut pour ça ne vaut pas forcément pour autre chose. À chaque fois, là, franchement, c'est du cas par cas. Je ne crois pas qu'il y ait de généralité, de loi absolue. Je pense que la meilleure démarche quand on analyse le droit, alors je m'éloigne un peu de votre question, mais elle consiste toujours à rechercher les conditions dans lesquelles quelque chose se passe. Pour moi, ça c'est la seule démarche générale à avoir. Et ensuite, eh bien, en fonction des cas, on va pouvoir tirer des fils assez différents. Et alors là, pour revenir à votre question qui était sur l'urgence. Sur l'urgence, Ouais. oui. Sur l'urgence, oui, j'étais partie de l'idée que finalement, on peut tester chacun dans nos domaines d'activité ou dans notre vie quotidienne, voir comment le terme urgence ou nécessité fait mouche, souvent. Et je vois comment des décisions sont acceptées
Moi, je connais surtout le domaine de l'université, mais en réalité, comme j'observe beaucoup le domaine de la décision politique, la décision administrative, je vois que c'est exactement pareil. Mais il suffit que quelqu'un dise c'était urgent pour qu'il n'y ait plus véritablement de discussion. Voilà. Ou la discussion est remise à plus tard, mais elle n'a finalement jamais lieu. Donc c'est très très commode ce registre de l'urgence et de la nécessité. Il agit vraiment. Il agit. Il était inévitable que les acteurs publics y recourent abondamment, parce qu'ils voient bien comment ça fonctionne. Mais le troisième justement terme sur lequel vous revenez, c'est celui de la simplification. Et là, vos arguments sont vraiment très percutants, si je peux me permettre, parce qu'ils mettent en lumière à nouveau ces implications démocratiques très profondes. Vous dénoncez la supercherie d'un prétendu accès au droit via cette idée de la simplification. Le fait qu'on pourrait potentiellement s'approprier le droit, que le commun des mortels puisse s'approprier le droit. Et pour vous, ça, c'est ce que vous appelez la simulation du consentement éclairé. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage là-dessus? Alors, la simplification, c'est difficile de parler de ça, parce que avec ça, on nous vend des bons sentiments. Donc, contester les opérations, les politiques de simplification, c'est forcément suspect. Néanmoins, là encore une fois, il faut s'intéresser à quand on vend de la simplification, qu'est-ce qu'on vend réellement? Et bon, ça c'est pas nouveau. Est-ce que effectivement il y a de la simplification? J'ai tout un passage sur l'écriture des lois où je montre à quel point l'écriture est devenue quelque chose de tout à fait obscur. C'est-à-dire que quand une loi sort de la machine parlementaire, à proprement parler, elle ne veut pas dire grand-chose quand on la lit, quand on juste lit l'acte qui a été adopté. Je vous invite tous à aller regarder une loi qui sort qui sort de la procédure, et vous allez me dire si vous comprenez, parce que moi personnellement souvent je n'y comprends rien. Quand je dis je n'y comprends rien, ce sont des alinéas X, Y qui sont modifiés, qui remplacent ceci, qui remplacent cela, et il n'y a plus comme ça qu'on adopte les textes maintenant. Donc on fait des textes qui n'ont pas beaucoup de sens. Et ensuite on nous parle de simplification. Donc déjà, pour moi, il y a première contradiction. Comment est-ce qu'on peut simplifier l'accès au droit alors qu'on adopte des normes de manière particulièrement compliquée, enfin, en tout cas, dont la formulation est assez obscure. Attends, je précise que c'est bien au moment où on adopte la norme que la chose est obscure, parce qu'une fois que la norme est adoptée, ensuite elle intègre un corpus qui la rend plus compréhensible. Mais c'est ça qui est très important, c'est que jusqu'à temps qu'elle soit adoptée définitivement, presque personne, sauf les spécialistes, n'ont accès à cette norme-là qui va prendre son sens. Quand on dit l'alinéa 2 est modifié comme ceci, où on ajoute tel ou tel mot. Il faut aller voir l'article d'origine pour comprendre ce que ça veut dire. Une fois que la loi est adoptée, ensuite l'article d'origine est modifié comme la loi l'a demandé, et à ce moment-là, ça devient compréhensible. Le problème, c'est qu'au cours de la discussion, et jusqu'avant l'adoption, ce travail, il n'est pas fait la plupart du temps. Il n'est fait que par les spécialistes. Et du coup, dans l'espace public, eh bien, il n'y a pas de possibilité de comprendre ou de se réapproprier véritablement la discussion qui est en cours. Et moi, c'est ça que je vise, c'est ça qui me semble un problème. Une fois que c'est fait, on va pouvoir voir si c'est, entre guillemets, si c'est bien ou pas, ce que ça veut dire, ce que ça ne veut pas dire. Mais avant, en fait, les moyens pour comprendre ce qui se passe, quand on n'est pas un spécialiste, eh bien, sont quasiment absents. Et moi, c'est ça qui me pose problème. Donc, déjà, la question de la simplification de l'accès au droit pose en elle-même un problème parce que la base pour avoir accès au droit est déjà biaisée dès le départ. Ensuite,
ce qu'on fait souvent, quand on dit qu'on va simplifier, c'est qu'on simplifie pas, l'accès au droit tel qu'il est. On simplifie la connaissance du droit, mais en tronquant un peu ce droit. L'exemple que je donne avec la feuille de paye, à mon avis, est topique. C'est-à-dire que ce qu'on fait sur la feuille de paye en France, c'est qu'il y a plein de mentions qui disparaissent et qui sont réunies dans une seule. Sauf que si vous ne savez pas, en réalité, on simplifie le visuel, mais on simplifie pas du tout la compréhension, voire en réalité, on empêche la compréhension de ce qui est en train de se passer. Et puis, donc je vous dis ça, hein, c'est un peu à bâton rompu comme ça, hein, mais un point encore sur la simplification, très très important à mon avis, c'est ce que les autorités publiques cherchent quand elles font de la simplification. Contrairement à ce qu'on dit, ou à ce qu'elles disent, je ne crois pas que l'idée principale, ce soit la possibilité pour les uns et pour les autres de s'approprier la connaissance des normes juridiques pour correctement s'en servir. Le but premier, c'est que la loi soit bien appliquée. C'est ça le but de la simplification. Donc c'est montrer le droit d'une certaine manière pour obtenir une meilleure application du droit. Et l'une des pratiques, alors je ne sais pas si vous avez une question spéciale à propos de ça, mais l'une des pratiques qui est exemplaire de la simplification, c'est le legal design, c'est-à-dire le fait... alors peut-être, je ne vais pas vous me poser cette question. Non, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement connu du grand public, et c'est un concept sur lequel j'aurais aimé que vous reveniez pour nous l'expliquer un petit peu. Ouais. Et oui, mais c'est un signe plutôt. Oui, et voilà, le legal design, c'est en fait, pour moi, je le résume souvent, c'est dessiner le droit. Alors ça part d'une idée qui est juste, c'est qu'un dessin, quelquefois, ça en dit beaucoup plus qu'un texte long. Hein. La raison pour laquelle les caricaturistes ou les dessins de presse sont si importants, c'est qu'avec quelques traits, ils disent beaucoup plus que des slogans ou que parfois des tribunes. Donc le dessin a un pouvoir évocateur très intéressant. Sauf que dans l'idée du legal design, c'est autre chose qui se passe. Je crois que j'ai cette phrase à un moment dans l'article où je dis c'est le droit expliqué aux enfants. Alors, ça suppose déjà que nous soyons tous des enfants, ce qui déjà me pose un problème au départ. Mais en réalité, plus que ça, c'est que l'idée, c'est qu'on rend ainsi la règle, on la rend plus aimable. Et je me demande si c'est ça qui est désirable, justement. Est-ce que ce qui est désirable, c'est de rendre la règle plus aimable, ou est-ce que c'est donner à chacun des moyens de s'approprier la règle? Est-ce que de bons dessins qui vont résumer des procédures, est-ce que ça remplace un accompagnement véritablement soutenu de quelqu'un qui n'y connaît rien au droit, qui ne connaît pas ses droits? Est-ce que ça remplace cet accompagnement-là? Évidemment que non, on se doute bien que non. Est-ce que ça peut même susciter cet accompagnement? Là, je ne crois pas. Je crois justement que finalement, l'effet, c'est un peu celui de la tromperie dans cette histoire-là. Et ça ne vous étonnera pas que je vous dise que derrière cette pratique, il y a un marché très important. Et que c'est deux de ces acteurs-là qui font commerce du legal design, c'est de ces acteurs-là que la technique s'est répandue, puisqu'ils sont venus faire du lobbying auprès des autorités publiques, auprès des cabinets d'avocats, pour vendre véritablement leurs produits, et qu'on nous vend justement comme quelque chose qui permet à tous d'avoir une porte d'entrée dans le droit. Moi, je pense que quand on regarde ce qui se passe dans le système social, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est une grande réussite. Je ne crois pas qu'on ait une meilleure connaissance du droit grâce à ça. Je pense même que ce serait plutôt l'inverse. Qui sont ces acteurs? Des cabinets de conseil, Ce sont des cabinets qui se sont créés autour de cette pratique-là. Et ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que dans ces cabinets, il y a, quand vous regardez, alors peut-être que c'est en train d'évoluer, mais
je suis un peu sceptique, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de juristes dans ces cabinets. C'est-à-dire que la cheville ouvrière de ces cabinets, ce sont des commerciaux, des marketeurs et des graphistes. C'est vraiment les deux composantes de ces cabinets-là. Alors effectivement, ils vont forcément avoir besoin de juristes parce que pour expliquer le droit, il leur faut des juristes. Mais la question, c'est qui sont ces juristes? Comment eux-mêmes voient la règle de droit? Déjà que le droit n'est pas neutre, mais alors le legal design, c'est encore moins neutre. C'est-à-dire que c'est un biais sur le biais. Donc nécessairement, c'est idéologiquement problématique. Et puis évidemment, ça évacue toute la philosophie et les nuances du droit qui sont présentes dans les énoncés plus complexes, sans qu'ils soient trop complexes. Mais... Oui, non, mais c'est ça, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire un droit qui serait simple? Moi, c'est vraiment une question que je pose. Pourquoi cette haine de la complexité? C'est-à-dire, la complexité, c'est pas forcément une mauvaise chose. La complexité, c'est pas nécessairement l'incohérence ou la contradiction. Pas du tout. La complexité, c'est souvent... Moi, souvent, je résume la complexité au temps. C'est-à-dire que quelque chose de complexe, c'est souvent quelque chose qui nécessite du temps pour être compris, tout simplement. Et que si on a le temps, si on le prend, bah, les choses sont moins complexes, moins difficiles qu'il n'y paraît. La difficulté, souvent, c'est le temps. C'est-à-dire, on veut comprendre tout en quelques instants, en quelques secondes. Ça n'a rien à voir, mais je suis ébahie comme universitaire par ce succès de ma thèse en 180 secondes. Je ne comprends pas le concept, en fait. Quand je dis je ne comprends pas le concept, c'est-à-dire que oui, c'est séduisant, je peux comprendre, c'est séduisant. Ça part du principe. En fait, ça fait peser une obligation morale qui a des implications sur le fond. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on ne pourrait pas bien penser si on ne pense pas vite. C'est une idéologie, mais qui ne repose sur rien de tangible. Donc, le legal design, ça va avec ça, la simplification, ça va avec ça. On en revient au néolibéralisme qui a pour effet justement de réduire le temps d'attention, le temps qu'on peut consacrer aux choses qui ne sont pas directement, mettons, alimentaires en quelque sorte, qui réduit le temps et qui du coup nous empêche de rentrer dans ces nuances-là de manière volontaire. Mais en définitive, après avoir passé en revue ces notions, vous semblez assez pessimiste quant aux possibilités du droit d'être un instrument possible de changement, de lutte, d'émancipation. Un peu à rebours, par exemple, des travaux de Liora Israel, qui ouvraient un petit peu plus la fenêtre quant aux possibilités au droit d'être un instrument de contestation et d'émancipation. Est-ce que c'est-à-dire que le droit s'est définitivement rendu à la cause néolibérale et que jusqu'au point de non-retour? Bon, je vous le disais avant cet entretien, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement optimiste, mais je ne suis pas quelqu'un de pessimiste non plus. C'est-à-dire que mon attitude consiste souvent à ne m'attendre à rien, et à pas grand-chose en tout cas, et donc à observer ce qui se passe. Finalement, c'est mon travail, juste d'observer. Sur cette question de l'arme du droit, je crois qu'on a sous-estimé l'adversaire. C'est-à-dire que on comprend bien au départ cette idée qui ferait que le droit peut servir d'outil à des populations qui ont été défavorisées historiquement par lui. Et donc ils vont retourner cette arme contre le système pour en être le moins possible, beaucoup moins des victimes. Mais à invoquer cette idée d'arme, j'ai du mal rétrospectivement à comprendre qu'on n'ait pas imaginé que beaucoup d'autres acteurs allaient se servir de cette idée-là avec les moyens qui sont les leurs, c'est-à-dire avec des moyens nettement supérieurs aux populations dont on parle. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'il y a eu une littérature sur la notion d'armes du droit, de guerre du droit, qui s'est développée complètement
dans une autre optique que celle qui a provoqué au départ cette expression. Alors après, avant il y aura Israël, il y avait eu des travaux notamment américains, notamment de Abel, mais donc la guerre économique, la guerre civilisationnelle, la guerre de culture même, par le droit, aujourd'hui est devenu quelque chose. Les États se font la guerre par le droit, que ce soit une guerre culturelle ou une guerre économique. Donc je pense finalement que qu'à vouloir faire du droit une arme, on a été contre-productif. Parce que... alors, quand je dis contre-productif, on peut comprendre qu'il s'agissait au départ de renverser les choses. En effet, le droit, peut-être depuis toujours, est un instrument au service de la hiérarchisation sociale et de la puissance de certains acteurs sur d'autres, évidemment. Et que donc l'idée, c'était de renverser les choses. Mais en fait, on se sert d'un instrument qui est à l'origine celui justement des puissants et sans comprendre que c'était un combat qui était vain en réalité, qui était forcément vain et qui ont presque réussi, j'allais dire, à neutraliser cette idée de départ. Alors bien sûr, il y a des victoires ponctuelles qui existent et qui sont toutes saluables en quelque sorte. Hein. Il ne s'agit pas de dire que c'est toujours une mauvaise chose. Il faut se réjouir de toutes les victoires qui existent. Mais il ne faut pas que ces victoires fassent écran à un fonctionnement plus général du système où l'arme du droit, c'est celle de ceux qui ont des moyens très nettement supérieurs à tous les autres. Et pour eux, ça fonctionne véritablement. Donc, le pouvoir émancipateur du droit, c'est vrai que je n'y crois pas au niveau global, pour l'instant. J'y crois au niveau individuel, j'y crois au niveau ponctuel. Pour toute personne qui, grâce au droit, va réussir, je ne sais pas, à ne pas être expulsé du territoire parce qu'il sera exécuté dans le pays où il devait être renvoyé. Évidemment, pour lui, le droit, c'est un instrument extrêmement précieux à ce moment-là. Mais quand je dis le mais signifie que tout ça s'insère dans un système général où globalement le droit favorise et renforce la hiérarchisation au sein de l'espace social. Le droit n'a pas de manière globale prouvé, il me semble, encore son caractère émancipateur. Alors une dernière question, peut-être sur la conjoncture française, puisque nous sommes en décembre 2025, en pleine discussion budgétaire à l'Assemblée nationale. Ceci dans un contexte où le gouvernement n'a pas de majorité sur laquelle s'appuyer. Et donc on ne va pas rentrer dans des considérations immédiates véritablement, mais plutôt parler un peu de la conjoncture au sens plus large. En France, on observe depuis la dissolution de 2024, de juin 2024, mais aussi avant ça, au cours du mouvement social contre la réforme des retraites, et même au moment du mouvement des Gilets jaunes, que la question constitutionnelle vraiment est revenue en force dans le débat français. Et depuis lors, on assiste dans l'espace médiatique à un double phénomène. D'une part, on a des interventions plus fréquentes de juristes qui vont exprimer leurs analyses sur les plateaux télé, qui vont publier surtout dans les médias indépendants, disons, qui vont publier des livres d'intervention comme les vôtres. Mais d'autre part, et en miroir inversé, on a aussi assisté à l'arrivée de cortèges de pseudo-experts, pseudo-constitutionnalistes sur les chaînes d'infos en continu qui vont nous expliquer quel est l'esprit de la Constitution. Alors comment est-ce que vous analysez ces évolutions et au-delà de cette question médiatique, comment est-ce que vous envisagez le rôle du juriste ou de la juriste dans la cité ? Alors c'est une question à laquelle je me suis intéressée depuis longtemps. En 2012, j'avais écrit un petit livre qui s'intitulait Qu'est-ce qu'un grand juriste et c'est sur les juristes et la pensée juridique contemporaine. Et
et en fait, c'était ce titre, qu'est-ce qu'un grand juriste, qui était peut-être destiné un peu à pâter le chaland. En réalité, c'était un prétexte à parler de ce qui fait notre métier de juriste. Et j'avais beaucoup de développement sur la question du juriste dans la cité, justement. Donc c'est une question à laquelle je me suis beaucoup intéressée. À quoi est-ce qu'on sert finalement, quand je dis à quoi est-ce qu'on sert, non, c'est peut-être un peu basique. En réalité, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait de notre savoir. Voilà, c'est plutôt cette question. Cette question vraiment me taraudait quand je constatais notamment que finalement le juriste n'était pas considéré habituellement comme un intellectuel. À l'inverse des historiens ou même parfois des économistes, des sociologues, des philosophes, le juriste n'est pas un intellectuel. Et il n'y a pas très longtemps, ça m'avait frappé de voir quand il y a eu le dictionnaire Claude Lévi-Strauss qui est sorti avec 42 contributions, 42 auteurs, pas un juriste sur Lévi-Strauss, alors que Lévi-Strauss a quand même fait beaucoup de travaux qui intéressent directement la question juridique, ne serait-ce que sa thèse au départ sur les structures élémentaires de la parenté. Alors, si c'est pas un travail qui intéresse les juristes, je vois pas ce que c'est. Donc il n'y avait pas de juriste dans ce dictionnaire. Et je me suis dit vraiment il y a quelque chose. Mais je ne savais pas trop quoi faire même moi de mon propre savoir. Et je crois c'est quand même ma rencontre avec Alain Supiot qui a changé pas mal les choses. Parce qu'en fait, un jour, il m'a dit, mais finalement, vous êtes... Bon, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais je résume. Vous êtes titulaire d'un savoir spécifique, notamment à l'époque sur le Conseil constitutionnel. Vous savez que cet organe dont on dit qu'il rend la justice constitutionnelle, en fait, rend une justice au rabais, que sa composition, que ses membres est extrêmement problématique du point de vue démocratique et que finalement c'est quelque chose qui n'est pas du tout su dans l'espace public. Et donc il faut le dire. Et il y a un côté, c'est d'intérêt public. Et donc il m'a fait prendre conscience de ça. Que finalement, quand on est juriste, on est dépositaire d'un savoir qui intéresse tout le monde. C'est pas tout à fait la même chose pour moi que d'avoir un savoir, par exemple, sur comment fonctionnent les ouragans, même si c'est important pour nous tous, c'est vrai. Mais le droit, c'est la chose que vraiment nous partageons tous partout. Donc le savoir des juristes forcément intéresse tout le monde. Et donc, il me semble que il est très important non seulement de le partager, mais pas seulement de le partager. Il est important aussi de le mettre en discussion. Parce que précisément, les juristes ne font pas la loi. Les juristes participent simplement d'un savoir sur la loi. Et quand on sait ce qu'est le droit, on sait aussi que le droit, c'est pas un savoir mathématique qui se distille comme ça de manière très mécanique, où il y aurait qu'une seule vérité, etc. Pas du tout. Et donc nécessairement, partager le savoir sur le droit, c'est aussi permettre, à mon avis, aux autres de se le réapproprier. Et ce que je vois, s'agissant par exemple du droit constitutionnel depuis quelque temps, n'est pas forcément beaucoup pour me plaire. J'entends. Je trouve que aujourd'hui, la prolifération des experts du droit constitutionnel dans les médias, elle s'apparente à une distribution verticale du pouvoir, du savoir, je veux dire. C'est-à-dire que donc je sais, je vous dis comment ça se passe, je vous dis comment c'est, et puis or c'est pas du tout pour le coup ma démarche. C'est pour ça aussi que j'ai publié ces ouvrages. J'ai publié ces ouvrages aussi comme une proposition. C'est-à-dire, voilà, moi je vous propose quelque chose, je vous propose une analyse des choses. Je prétends pas à une vérité mécanique. Et ensuite, discutons-en. Et c'est pour ça que j'adore en fait les rencontres qui se produisent ensuite à la suite de la publication, qui sont très riches souvent. Je n'ai pas eu que des rencontres universitaires ou médiatiques, j'ai aussi beaucoup de rencontres
auprès d'un public qui est justement un public entre guillemets non sachant dans beaucoup d'endroits en France, et je vois les discussions qui ont lieu, et je sens le besoin qu'il y a de réfléchir à cette question, et pas simplement de je veux que vous me disiez la vérité parce que je ne la connais pas. Non, il y a un vrai besoin de réfléchir à ces questions, parce que c'est une question normalement collective. Et il me semble que quand on comprend l'idée constitutionnelle, alors même si là encore elle-même elle est discutée, tout le monde ne la comprend pas de la même façon, mais si on prend au mot l'affirmation la plus commune, la Constitution, c'est notre pacte social fondateur. On comprend aussi que, alors sans démagogie, tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. Et donc, pour moi, l'idée de réappropriation du savoir constitutionnel, c'est ça, c'est-à-dire tout le monde peut avoir quelque chose à dire là-dessus, et tout le monde peut commencer à y réfléchir pour pouvoir avoir une meilleure idée de ce que disent les acteurs constitutionnels, de pourquoi ils le disent, de s'ils ont raison de le dire, de s'ils ont tort de le dire. Il y a, à mon avis, aujourd'hui dans l'espace public, une manière un peu trop justement mécanique de dire, bah voilà, qui me semble même presque dangereuse. Souvent, moi, on m'appelle pour me dire, un journaliste lambda m'appelle pour me dire, voilà, telle procédure, comment ça marche? Est-ce que le gouvernement pouvait faire ça? Moi, ça me gêne en fait de faire ça, de répondre à ce genre de questions, parce que ça sous-entend notamment que, et c'est une idéologie qui est très présente en ce moment dans l'espace public, que si le gouvernement respecte la lettre de la Constitution, alors il n'aura pas mal fait. Et ça me semble extrêmement problématique. Parce que précisément, on voit bien à quel point les acteurs abusent et surabusent des procédures pour en faire absolument ce qu'ils veulent. Et c'est pas ça. L'urgence devenant la norme. Par exemple. Et donc, il suffit pas de dire, bah voilà, on a respecté la lettre du texte, donc tout va bien. Donc, vous voyez, la manière mécanique de penser notre savoir est, à mon avis, idéologiquement, encore une fois, je l'aurais dit plein de fois aujourd'hui, mais problématique. Et il me semble que si les juristes doivent avoir une place dans l'espace social, et je pense que c'est important qu'ils en aient, ça n'est qu'à la condition de ne pas rester les experts sachants du droit. Ils le sont par la force des choses. Mais ils ne sont que dépositaires de quelque chose qui, en fait, à mon avis, leur échappe dès qu'ils en parlent. Je crois, alors je ne sais pas si je suis très claire là-dessus, mais je pense que voilà, le juriste dans la cité, c'est pas celui qui a le pouvoir de savoir. C'est celui qui accepte d'être dépossédé de son savoir. Et là, ça commencera à devenir très intéressant. Merci beaucoup Laurine Fontaine pour cet entretien passionnant. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.